Duroy, comment suis Bonjour à tous, je suis Ludovic Duroy, je suis adjoint chef de pôle Polyseo et de l'assainissement à la DDTM 35, donc je suis dans un pôle qui suit la plupart des IOTA au titre du département vis-à-vis du code de l'environnement, donc instruction, contrôle, et je suis spécifiquement les sujets prélèvement, assainissement, et puis pour le compte du chef de service, la sécheresse, avec mon collègue Monsieur Rousse qui va peut-être venir. Il a essayé de m'appeler, je pense qu'il a... J'ai fermé la porte. Hein, il me rappellera au pire. Non mais jette un œil là, on voit. Donc voilà, moi ça fait depuis 2020 que je suis ici, donc j'ai participé à la révision de l'arrêté 4 sécheresse en 2021, 2023, puis dans sa mise en œuvre aussi depuis 2020. Donc l'idée c'est de vous faire si j'ai bien compris, une présentation un peu succincte, mais quand même suffisamment précise pour que vous puissiez comprendre le cadre général de la sécheresse au niveau national, de bassin et départemental, spécifiquement départemental, mais voilà, je vais passer un peu plus de temps évidemment dessus. Donc je vais vous présenter les différentes échelles de gestion, puis enfin l'arrêté 4 sécheresse, et je ferai un petit point sur la communication, mais on pourra en parler plutôt de manière un peu plus large. Donc au niveau national, on a un corps réglementaire qui est porté par le Code de l'environnement, qui définit les outils que peuvent mobiliser les préfets de département et de bassin pour encadrer et gérer les situations de sécheresse dans les différents départements. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. Il y a un guide national qui a été aussi élaboré par le niveau central, vous avez probablement pris connaissance, qui est une circulaire guide, parce qu'en l'occurrence c'est une circulaire auquel est annexé un guide qu'on est amené à reprendre. Ce sont les mesures minimales qu'on est censé mettre en œuvre au niveau départemental, avec un certain nombre d'indications sur les délais, sur les données à prendre en compte. Pour autant, on peut toujours aller plus loin au niveau départemental, mais on ne peut pas aller moins loin en tout cas. Donc ça, c'est le niveau national. Ils ont aussi développé ce qui était avant le site ProPluvia qui permettait d'accéder aux différentes restrictions, aux différents niveaux de sécheresse dans les départements. Ils ont fait évoluer ce site il y a quelques années déjà. Il s'appelle Vigio maintenant. Voilà, qui est un site un peu plus dynamique que ProPluvia, je dirais presque un peu plus sexy que ce qu'il était avant, mais tout aussi fonctionnel, enfin avec d'autres fonctionnalités en plus d'ailleurs. Au niveau du bassin, donc le code de l'environnement prévoit que le préfet de bassin puisse prendre un arrêté d'orientation de bassin qui va fixer les grandes orientations sur les 6 grands bassins versants métropolitains. Notamment, donc du coup, l'idée c'est de savoir, c'est de déterminer s'il est pertinent ou non d'avoir une gestion concertée de manière interdépartementale sur certains bassins versants. Donc, par exemple, pour la Bretagne, on a le bassin de l'Oust qui est concerné par cette gestion interdépartementale. Donc c'est principalement, c'est le 56 et le 22 qui sont à la manœuvre, qui sont en échange pour essayer d'avoir une approche pertinente. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas aussi dans le 35 avoir une approche interdépartementale sans forcément que ce soit visé par cet arrêté d'orientation de bassin. Typiquement, on a un bout de laf chez nous auquel on est limitrophe avec le 56, donc on cherche évidemment à avoir des mesures cohérentes à la fois en termes de contenu mais aussi en termes de déclenchement. Et c'est le cas aussi pour la Cher avec le 44. Elle nous fixe aussi des conditions de délai de déclenchement. Donc, par exemple, là, c'est 7 jours, une fois que le seuil est franchi, qu'on doit déclencher les différents seuils de sécheresse dans le département. Et donc, normalement, notre arrêté cadre départemental doit être en conformité avec cet arrêté d'orientation de bassin. Concernant du coup l'échelle départementale, on a donc un arrêté cadre départemental qui est élaboré par la DDTM conjointement avec les différents services de l'État concernés. Cet arrêté, il est soumis à une consultation du public afin de recueillir les différentes remarques pour le faire évoluer. Alors remarques qu'on prend ou non en compte, hein, évidemment, tout dépend du contenu, mais c'est le but de la consultation. Il va permettre de préciser à la fois les différents secteurs qui sont concernés par l'arrêté 4 sécheresse. Donc nous, dans le 35, vous allez le voir, mais on a un secteur eau potable, un secteur milieu aquatique, avec avec un découpage qui est évidemment différent entre les différents types de secteurs concernés. Les données qu'on va mobiliser, notamment les piézomètres du BRGM, les données hydrométriques,
Les mesures qu'on va mettre en œuvre, donc c'est ce que je vous disais, il y en a un certain nombre qui sont prévues à la fois par le guide national, mais qu'on a pu aussi parfois préciser ou encore plus pousser au niveau départemental. Les modalités de dérogation à ces restrictions potentiellement, et les modalités de retour à la normale en fin de sécheresse. Euh, donc en termes d'outils, donc on a bien l'arrêté cadre de département qui va fixer finalement le cadre général dans lequel va s'inscrire la gestion de la sécheresse. Et puis après, on va avoir des arrêtés de restriction, comme celui qu'on a pris là, la semaine dernière, qui sont des arrêtés ponctuels, temporaires dans le temps, et qui peuvent évoluer tout au cours de la période d'étiage. Évidemment, il y a des mesures de contrôle qui sont associées à ces arrêtés de restriction temporaire. L'idée, c'est voilà, si on met en place des mesures de restriction, c'est de pouvoir les contrôler. Et ce qui est prévu par le Code de l'environnement en termes d'infraction, c'est une infraction de type de classe 5. Donc voilà, c'est de la police judiciaire, et c'est assez lourd à mettre en avant, pour ne rien vous cacher. D'ailleurs, il y a des auditions systématiques. Donc c'est très complexe. Quand vous mettez, quand par exemple vous allez pas respecter le code de la route, vous allez prendre vous allez dépasser de 10 km/h la vitesse autorisée, vous allez prendre une contravention de type classe 1. Donc en fait, c'est le montant type associé derrière. Donc le classe 5, c'est le maximum. C'est la plus haute. Ensuite, Voilà. vous passez en délit. Voilà. Donc le fait de répéter peut être délictuel aussi, de répéter les infractions. Donc ça c'est ce à quoi ressemble notre arrêté 4 sécheresse. Je vous ai mis les liens cliquables à chaque fois. Donc quand vous aurez la présentation, vous pourrez à chaque fois accéder aux différents documents. Ça n'a rien de très sexy à lire. Je vous cache pas, comme tout arrêté préfectoral d'ailleurs. Ceci dit, on a essayé d'en faire un extrait à chaque fois. Donc typiquement sur le site de la préfecture, vous allez avoir le tableau des mesures qui va être disponible juste avec les mesures, sans forcément avoir à parcourir tout l'arrêté cadre sécheresse. Donc ceci dit, c'est évidemment le droit de le lire. Alors, comme on a travaillé sur le 35, on a défini deux types de ressources concernées par les restrictions. On a les ressources en eau potable, avec, ça s'appelle tout simple, utiliser. On a un secteur A ici, le secteur plutôt bassin côtier pour l'eau potable, qui correspond peu ou prou à la zone de production de l'eau de Saint-Malo, qui n'est pas interconnecté avec le reste du département, au centre. Par contre, il est connecté au 22, notamment via le syndicat de l'Argonne. Et on a un grand secteur eau potable centre et sud, qui pour la plupart est interconnecté. On a par exemple le déport de Bretagne qui va pouvoir secourir au dépôt de Fougères. On a évidemment la CEBR qui est assez étendue en termes de ressources et qui est interconnectée aussi au 22. Qui a la reflémelle dans le 22 mais qui est aussi interconnectée avec eux via Dinan. On a Lava qui va traverser le département, qui va aller jusqu'à Ferrel. On a au départ de Bretagne qui peut soutenir aussi le CIEFT, le syndicat des forêts du Teil. Donc voilà, tout ça fait que finalement on s'est dit, si jamais on restreint par exemple l'usage de l'eau potable dans le secteur du Couesnon, logiquement on devrait aussi le restreindre dans le reste du département. Et ça c'est la principale évolution en 2025 qui a été apportée, c'est que il est arrivé à un moment donné où on a mis des restrictions eau potable sur le secteur du Couesnon. Pour autant, la CEBR pouvait continuer à prélever dans le Couesnon pour alimenter Guiljean, et du coup alimenter le secteur rennais, qui eux n'étaient pas soumis à des restrictions d'eau potable. Donc pour éviter
Mais qui se- D'accord. On a le secteur Vilaine, donc, qui comprend notamment les barrages ici. Et puis on a le grand secteur ici du Couesnon. Ça, c'est la répartition des différents secteurs de gestion. Ensuite, qui et quoi est concerné vis-à-vis de cet arrêté 4 sécheresse? On a les collectivités, les agriculteurs, les particuliers, les entreprises, dont les ICPE évidemment. Donc c'est ce que je vous disais, on a les eaux brutes, forage, puits, pompage en rivière, dans un étant connecté à la rivière, les eaux potables, donc, on appelle un peu plus spécifiquement les eaux à destination de la consommation humaine, et puis on a certains types de ressources qu'on a aussi embarqués dans l'arrêté 4 sécheresse, qui n'est pas forcément le cas partout en France. On a embarqué l'eau de pluie, les retenues étanches et la réutilisation des eaux usées traitées. Et je vous expliquerai après qu'est-ce que ça importe comme spécificité. Donc ça, c'est les différentes ressources qu'on prend en compte avec le secteur eau potable, le secteur milieu aquatique et les différents acteurs concernés. Oui, et un verre d'eau. Donc là, typiquement, si vous ne le disiez pas déjà en tout cas avant, vous n'avez plus le droit d'arroser votre pelouse en ce moment en journée. Actuellement. Ouais, actuellement, ouais. Et la nuit, on peut. Pardon? Et la nuit, on Ouais, peut. de 20h à 8h, ouais. La pelouse ou le jardin seulement? Enfin, le jardin. Le potager, vous avez le droit. Potager, oui. La pelouse, non. Pelouse, Sauf erreur de ma part, non. attendez. Non, Ah non, non. c'est les terrains de sport qui sont autorisés de Ah oui. 20h à 8h. Terrain de sport d'importance nationale. Normalement. Ouais. Ils doivent demander des règles. Ligue 1, c'est sûr. Ligue 2, c'est discuté. C'est pas défini, hein. Ligue B aussi. C'est pas défini. C'est pas défini. Ouais. À l'appréciation du préfet. Donc on a 4 niveaux de sécheresse avec des mesures progressives. Vigilance, alerte renforcée, crise. Donc là, je vous ai mis des cartes. Je pense que c'est 2022 peut-être. Donc là, on a le secteur à droite, la carte, c'est la carte pour les secteurs eau potable, et à gauche, c'est pour les secteurs milieu aquatique. On peut avoir évidemment différents niveaux de contraintes différentes en fonction des différents secteurs. On a ce tableau de mesure. Ce tableau de mesure, donc ça c'est un extrait de ce qu'on a, de ce qui est contenu dans l'arrêté 4 sécheresse. Je vous disais tout à l'heure, il y a milieu aquatique, eau potable, et puis il y a aussi autres, donc c'est d'autres ressources, l'utilisation des eaux usées traitées, eau de pluie, notamment. Ce qu'on a essayé de faire, et pourquoi on les a embarquées, c'est qu'on souhaite qu'elles soient mobilisées. On a envie que les différents acteurs du département développent ces ressources-là. Pour autant, ce qu'on cherche à avoir, c'est de ne pas avoir d'incohérence visuelle sur le territoire. C'est-à-dire que on veut éviter que, typiquement, on arrose à midi, même avec de l'eau usée traitée, une parcelle au cas où. L'idée, c'est que déjà, d'un point de vue contrôle, c'est difficile après d'aller chercher à comprendre si c'est bien l'eau usée traitée ou plus. Enfin, ça se fait, mais visuellement, au moins, on se dit que voilà, au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas d'arrosage. Et puis d'ailleurs, c'est pas hyper pertinent non plus d'arroser à midi du maïs. Je l'ai déjà vu, mais je ne vais pas faire le dire. Ou des stades de foot. Ou des stades de foot. Après, il y a toujours des justifications. À 40 degrés. On peut toujours justifier. C'est pour rafraîchir la chose. Pour abaisser la température. Ouais. Hop là. Alors, c'est ce que je vous disais, donc on a 4 niveaux de sécheresse, et évidemment on les déclenche quand on passe certains indicateurs. Donc, dans le département, on a obtenu un certain nombre de stations hydrométriques pour pouvoir déclencher avec différents seuils les niveaux de restriction. Donc on a le Frémur, le Couesnon, un Romazy, le Meux, l'Af, la Chère, le Semnon, le Chevret et puis la Vilaine, parce que la Vilaine c'est un point obligatoire en SDAS. Donc on a fait le choix de la reprendre, même si c'est pas hyper pertinent en termes de mesure et puis de seuil. Mais voilà, on doit être en cohérence avec le SDAS, donc on a repris. Là, c'est ce qu'on présente en général en CGRE. Enfin, on passe rarement beaucoup de temps, c'est vrai. Mais c'est les cours qu'on va présenter en CGRE. Donc, toutes les valeurs qu'on présente, c'est des valeurs qui sont lissées sur 5 jours. Concrètement, c'est une moyenne des débits sur 5 jours. Licence. L'idée, c'est de lisser au maximum pas au maximum, mais de lisser les pics potentiels pour avoir vraiment toute une vision sur le long terme.
On a différents niveaux de restriction. Donc, le niveau 1, c'est une vigilance, alerte, pensée, crise. Et donc, voilà, en fonction du franchissement, on va décider, notamment en CGRE, si on va passer ce secteur-là en alerte, si on le laisse en vigilance, ou si on le passe en alerte en partie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez mis dessus le débit moyen interannuel qui vous permet aussi d'avoir une vision. Est-ce qu'on est très en avance sur l'abaissement du cours d'eau ou pas? On le fait systématiquement pour en effet se dire est-ce qu'on est plutôt dans une situation normale, anormale, est-ce qu'on est en avance sur la période d'étiage ou pas. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est que interannuel, c'est sur quelle période? C'est toutes les données disponibles. Donc là, la médiane, c'est sur l'ensemble de la période des 2 ans, de la période de la donnée, qui est fournie par la DREAL. Et en fait, on essaie de maximiser les données disponibles. Donc ici, c'est la courbe de 2026. On est plutôt cohérent, on va dire, vis-à-vis des années passées. Là, on retrouve bien le passage. Alors, je suis désolé, elle n'est pas actualisée. On retrouve bien la pluvio qu'on a pu voir fin mai, début juin. Donc finalement, on s'est retrouvé quasiment à une valeur normale dans la saison. Et aujourd'hui, on est plutôt. J'ai la courbe. Hein. On est plutôt là. D'ailleurs, on est plutôt là. Oui. Très, très, très bien prise. Est-ce que comme dans le Morbihan, nous, dans le Morbihan, donc on a des seuils à partir des seuils mai-juin, des seuils juillet-novembre et de mai à novembre? Non, on n'a pas. Si, vous avez des seuils de printemps, vous. Alors, sur certains sites. En fait, Dans l'arrêté, hein, je parle. Oui, dans l'arrêté, on en a, mais c'est seulement sur les cours d'eau qui sont mobilisés pour la production d'eau potable, notamment le Meux et le Couesnon. Mais c'est pas dans la même logique que ce qu'a travaillé le ZTM 56 avec vous. C'est pas le même type d'anticipation. Je sais, c'est moi qui l'ai écrit là. Et Ce qu'on peut vous dire, par contre, et Patrick pour aussi témoigner, c'est que vous avez toujours fait preuve de vigilance quand vous voyez justement, parce que comme vous avez un suivi de la moyenne interannuelle, si au mois de février 2022, par exemple, on était très en dessous au mois d'avril 2022, vous n'avez pas attendu qu'on atteigne forcément les seuils. Non, c'est pas le but. Non, évidemment. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'il y a un seuil, quand on a une gestion intelligente, on sait qu'il va arriver beaucoup plus tôt que d'habitude, et donc on a des fois des déclenchements de vigilance prévisionnels, parce qu'on voit qu'on est dans une situation qui s'avère attendue dans tous les cas. Alors, du coup, je vais revenir dessus. Oui. Pardon. C'est un peu la démarche qu'on a en tout cas dans ce sens-là, que je pense que j'espère sur tout le département. Sur les barrages, donc pour la partie eau potable, on suit principalement les barrages. On suit quasiment que les barrages d'un point de vue officiel vis-à-vis de l'arrêté 4 sécheresse, mais on intègre dans le cadre de l'analyse de la situation évidemment les niveaux piézométriques des différentes ressources qui sont mobilisées, qui sont souterraines, avec des courbes de gestion qui sont différentes en fonction des différents barrages. Les barrages qu'on prend en compte, c'est Mirlou et Beaufort, les 3 barrages en amont de la Vilaine, et le barrage de HS qui est dimensionnant pour le département. On prend aussi en compte les données ondes. Donc ondes, c'est le réseau de suivi des têtes de bassin versants réalisé par l'OFB. Donc ils vont aller sur le terrain, ils vont observer s'il y a un écoulement, pas d'écoulement. Et ils vont faire ça de manière mensuelle ou bien bimensuelle si on passe en alerte le département. Donc là c'est le cas aujourd'hui, donc on a passé le département en alerte. Donc ils vont passer à une campagne toutes les 2 semaines. Donc ça c'est les résultats de leurs observations en 2022. Et puis on prend aussi en compte le niveau piézométrique des piézomètres suivis par le BRGM. C'est ce que vous disiez de manière... en effet, on essaie d'avoir une certaine sensibilité sur est-ce que c'est pertinent de déclencher en amont, au regard de la situation des cours d'eau ou des barrages. On prend aussi en compte les piézomètres, et typiquement dans l'arrêté 4 sécheresse, il est prévu que si jamais 50% des piézomètres sont inférieurs à leur valeur normale au printemps, on peut déclencher la vigilance par prévenance. Parce que souvent ce qu'on a observé, c'est que si on a des niveaux assez bas des nappes fin mars, on est quasiment sûr de rentrer dans une sécheresse qui va s'intensifier et qui va durer durant la période d'étiage.
Donc, évidemment, pour déclencher, c'est pas du binaire. C'est-à-dire que, oui, sur le principe, on a fixé des seuils, on a fixé des délais pour déclencher les niveaux de restriction. Pour autant, on essaie de prendre en compte aussi la pertinence et la durée de ce franchissement. Donc l'idée, c'est de se dire, bah oui, on va passer le seuil d'alerte, mais est-ce que c'est pérenne? Est-ce qu'on va y passer 5 jours, 1 semaine, 2 semaines? En l'absence de pluviométrie, donc évidemment on prend en compte la pluviométrie derrière pour savoir si ça va perdurer. On a aussi quelques outils qui nous permettent de modéliser les débits en période d'étiage. Donc tous ces éléments-là, on les prend en compte pour à la fois présenter les éléments en CGRE, mais aussi du coup proposer au préfet le franchissement des différents niveaux de sécheresse en fonction des différents niveaux de secteur. Donc en termes d'outils derrière, ce qu'on a, c'est le comité de la gestion de la ressource en eau. Alors c'est pas un comité pour discuter de la politique de l'eau, attention. C'est un comité qui est là pour vraiment discuter sécheresse et gestion de la sécheresse. Il est fait de 3 collèges, donc État, collectivité, usagers. ERB évidemment fait partie de ce collège, heureusement. C'est un lieu d'échange et de débat. Donc c'est ce que disait Madame Pénobert, mais on a nos seuils et évidemment on analyse le franchissement de ces seuils. Au sein du CGRE, le principe du CGRE, en tout cas comme on le pense aujourd'hui, c'est d'avoir un échange et de discuter de la situation factuellement avec les éléments qu'on a, mais aussi un peu de sensibilité, savoir est-ce que c'est pertinent ou pas de déclencher. Typiquement, la semaine dernière, sur la partie eau potable, donc le secteur nord, il n'y avait pas trop de questions, on voyait bien qu'il y avait il y avait des problématiques, parce qu'il y a eu un acte de malveillance sur un des plans d'eau en amont du Landal, qui a fait que le haut du pays de Saint-Malo a perdu une belle quantité d'eau assez rapidement. Aussi parce qu'il y a eu une forte hausse de la consommation ces dernières semaines, et avec une réduction de l'import de puits d'Arguenon. Donc voilà, on commençait à avoir une situation un peu tendue, et sans forcément avoir de prévisions pluviométriques intéressantes à venir, et avec un risque de vidange marqué à la fin de la période d'étiage. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est de se projeter aussi en fin de période d'étiage. Et un risque marqué de la vidange des différents barrages mobilisés par Eau du Pays de Saint-Malo en fin de période d'étiage. Donc voilà, on va potentiellement creuser fortement le barrage. La principale inquiétude qu'ont les personnes responsables de la production d'eau potable, c'est de ne pas avoir d'hiver pluvieux pour les barrages. On peut creuser le stock d'un barrage, c'est pas gênant, il y a du volume. Par contre, le risque, c'est d'avoir un hiver sec, et du coup d'entamer la saison suivante sans ressources. Donc c'est ça qui en gros va potentiellement nous amener à déclencher ou non des restrictions, notamment sur la partie eau potable. Et donc par cohérence, et aussi au vu de la forte hausse de consommation sur le reste du département, avec des usines qui étaient quasiment à 100% de production H24, on a aussi passé le département en alerte pour réduire la pression sur la ressource en eau, notamment éviter le remplissage des piscines, tout ce qui est arrosage inutile, tout ce qui est finalement des usages qui ne sont pas forcément pertinents dans un moment où on peut faire autre chose de notre eau potable. Donc voilà, le CGRE, c'est vraiment un endroit d'échange. Alors je dirais pas que c'est toujours facile, hein. Les échanges ne sont pas forcément toujours simples. Voilà, on a des prises de parole de tous bords. Mais c'est ce qui fait aussi sa richesse, hein. Faut pas se le cacher. Et donc, c'est aussi là où on discute de la révision de l'arrêté 4 sécheresse. Ensuite, en termes d'autres outils, on a un site qui permet de déposer à tout à chacun une demande de dérogation aux restrictions de l'arrêté préfectoral de restriction des usages. Donc toute demande, elle doit être effectuée par ce site-là. Le formulaire il est suffisamment complexe à remplir, mais voilà, l'idée c'est aussi derrière que chacun des usagers qui vient de demander une dérogation, qui est une dérogation ponctuelle dans le temps, avec un volume fini, le justifie correctement. Donc le tableau de mesure des restrictions de l'arrêté 4 sécheresse, il est très large, et notamment il y a une colonne sur la partie dérogation et qui précise notamment ce qu'on attend dans le cadre d'une demande de dérogation. Donc c'est via cet arrêté-là. Toutes les dérogations sur lesquelles on a validé la demande, elles sont publiées sur le site de la préfecture. Voilà, il n'y a pas de mystère, on ne cache rien. Grâce à OERD.
Peut-être pas dans le 35. Pas dans le 35? Non. Je crois pas, non. C'était Le plus- 44 était bon, 35. c'était- C'est juste qu'on n'en a jamais vraiment eu en fait. Enfin, Mm. parce que fallait avoir en tête que dans le 35, on avait créé un régime qui était illégal entre guillemets, qui était silence vos refus. Donc en fait, quand on avait des demandes et qu'on était en pleine gestion de la sécheresse et qu'on n'avait pas le temps de les traiter, bah, c'était refus. De toute façon, globalement, c'était refus. Donc voilà, le Rivière de Bretagne a attaqué l'arrêté 4 sécheresse pour différentes raisons. Le tribunal administratif de Rennes a finalement retoqué la plupart des demandes de RB, sauf celle vis-à-vis du régime de silence vos refus et de le passer en silence vos accords. Donc maintenant, on est en silence vos accords au bout de 2 mois. Bon, 2 mois. Vous imaginez bien que c'est pas les délais qui intéressent les personnes qui font la demande de Ouais. dérogation. J'ai une petite question. Vous parlez d'anticipation de la pluviométrie. C'est quoi qu'on est capable d'anticiper là? Bah, pas longtemps. Comment? Pas longtemps. Ah, non. Moins en moins. Vous parlez de pluviométrie d'hiver, par exemple. Bon. Non, mais alors on connaît un peu on connaît la pluviométrie moyenne, mais il y a toujours cette peur, mais voilà, qui est liée à un risque, hein, d'avoir des hivers peu pluvieux. Est-ce que vous avez, comme dans Morbihan, un comité technique des producteurs d'eau? Non. Non. Alors pas officiellement, c'est-à-dire que moi ça m'arrive d'être invité à des réunions en amont du CGRE où le syndicat mixte de gestion de l'eau potable présente la situation et échange avec les différents PRPD du département. En général, sont présents l'ARS et la DDTM. Et nous, bah voilà, on est aussi là à leur écoute, évidemment, et on est aussi là pour porter les éléments qu'on a. L'énorme différence, c'est que les données nous sont quand même présentées de niveau et de gravité de la situation. Je ne sais pas si vous avez une présentation qui montre les rouges, verts là après. Mais en fait, on a vraiment toutes les données techniques des grands points du département, de l'évolution de la situation. Très honnêtement, on y reviendra après la présentation, mais on a vraiment une gestion très sincère et très objective de la situation en 35 qui permet vraiment d'avoir des échanges intéressants et de se projeter. Et vraiment, la gestion, moi je suis sincèrement sûre de ce que je dis, la gestion de 2022, hyper préventive et coordonnée avec beaucoup de bienveillance entre les différents acteurs, elle a permis d'éviter la panne sèche. Moi j'en suis certaine. On n'aurait pas été aussi intelligent dès le début. En octobre, à Vitré, il n'y avait plus d'eau. C'était sûr. Le stock On était à 15 jours jours. On était à 15 jours de la sécheresse totale, donc on n'aurait pas eu une gestion intelligente, c'est sûr que ça aurait été à sec. Vitré qui alimente des grandes usines agro-industrielles, donc ça avait un impact important. Ça a permis aussi de bien travailler avec les industriels justement en 2022 pour les restrictions d'organisation, parce que pour eux, ça veut dire mettre en place des choses un peu particulières. Par exemple, quand une usine fabrique 50 centaines de yaourts, à l'époque, ils en ont fabriqué plus que 20 au lieu de 50, et puis ça a permis de nettoyer 2 fois moins l'usine. C'est des choses comme ça qui sont importantes, qui sont quand même dans les têtes maintenant. Ça, c'est important de le dire. Au CGRE, il y a ce travail. Et puis, il y a des arrêtés préfectoraux complémentaires des CPE qui sont en cours de prise pour justement pour les autorisations. organiser un peu ça et officialiser les efforts d'économie. On va vous laisser finir vu qu'il reste 2 diapos. Désolé. Non, je prends les questions. Et donc enfin, donc voilà, donc juste le dernier outil qu'on a, c'est Vigio. Nous, on l'alimente, on le met à jour côté département, et puis derrière, vous y avez accès. Si vous le savez pas, mais en tout cas, je préfère vous le dire, c'est que vous avez la possibilité de renseigner votre adresse postale et du coup d'être destinataire des différentes évolutions sur votre commune. Par exemple, voilà, vous pouvez recevoir un mail en disant votre commune est passée en alerte renforcée, en crise. Du coup, ça vous alerte en tant que particulier en tout cas, mais aussi potentiellement en tant que professionnel dans votre activité, des restrictions qui s'appliquent sur votre commune. C'est vraiment un bon outil. Et puis après, derrière, on a le seul outil qu'on a en termes de communication, c'est les communiqués de presse côté État. Donc là, typiquement, il y en a un qui est disponible pour l'arrêté qui a été pris la semaine dernière. En général, ce que font les PRP2, c'est que c'est repris aussi. Il me semble que Olivier, vous diffusez aussi ces informations. Ouest France en général et le Télégramme reprennent les communiqués de presse du préfet. Mais pour revenir sur 2022, ce qui a évidemment fonctionné, donc voilà, on avait un bon échange au sein du CGRE, mais c'est surtout la communication. Sans communication, je pense qu'en 2022, on serait passé quand même
on aurait des ruptures. Ce qu'a eu le 29 d'ailleurs, ils ont eu quelques ruptures d'alimentation d'eau potable. Mais c'est pas forcément la communication, c'est aussi structurel. Mais la communication, ça a joué. Quand au des portes de Bretagne annonce, il reste 100 jours de production d'eau potable, donc je sais plus combien ils avaient annoncé, par SMS à leurs différents abonnés. C'est sûr que quand on rentre des vacances scolaires, qu'on est frais, qu'on voit ce message-là, en général, ça met un petit coup de massue. Ça nous rappelle qu'un jour, peut-être on ouvrira le robinet, il n'y aura plus d'eau. Ce qui est peut-être une bonne chose en termes de déclencheur, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, je suis évidemment preneur de vos questions. Si vous voulez que je précise des choses, n'hésitez pas. Et Alors, nous, on a connu sur